bienvenue à cette conférence virtuelle au vu des règles qui ne nous permettent pas de nous retrouver en un aussi grand nombre. Donc cette conférence qui aura pour sujet les impacts psychosociaux de la crise Covid que nous sommes encore en train de vivre. Donc, avant d'aller plus loin dans la présentation du dispositif, un petit cadrage et quelques conseils pour la technique, je vous propose d'écouter d'abord notre administrateur délégué, Eric Luna, donc administrateur délégué du STIX, qui va vous faire une brève présentation du STIX et situer le pourquoi de cette proposition que nous avons faite. Donc, je passe donc la parole à Eric Luna, notre administrateur délégué. Merci Laurent, bienvenue à toutes et tous et merci de votre présence. Simplement et brièvement, avant de donner la parole aux intervenants de ce jour, de cette conférence, rappeler que pour le STIX, voilà, après pratiquement 37 ans d'existence et de soutien au secteur associatif, aux organisations des secteurs non marchands, mais pour nous, il est assez naturel dans nos engagements de nous questionner sur les impacts de cette crise que nous traversons et de voir quelle est sa résonance sur différentes dimensions de nos activités, de nos organisations et de nos publics, évidemment. Alors, le STIX a pour habitude d'organiser des formations, de supervision, des accompagnements, mais de temps en temps aussi des moments de réflexion sectorielle que nous voulons développer dans le sens des valeurs de l'éducation permanente et de questionner sous le sens critique notre environnement de travail et ses évolutions et aussi nos pratiques, bien évidemment. Cette crise, puisqu'il faut bien l'appeler comme cela, touche manifestement en priorité les plus pauvres, les publics les plus fragiles. Et c'est bien là le principal point d'interrogation que nous avons, c'est comment poursuivre notre travail, poursuivre nos missions au service, au bénéfice de ces publics, malgré le contexte, et comment renforcer notre soutien vers ces personnes qui en ont le plus besoin. Mais les associations sont elles-mêmes en difficulté. Vous savez que la crise a impacté très fortement nos modes d'organisation, nos modalités de travail, impacte les équipes et le management des équipes. Les responsables sont en difficulté pour reprendre pied vu les nouvelles dimensions de télétravail et de rupture parfois avec les publics. Donc, il y a une série de questionnements qui sont là. Cette crise a fragilisé nos organisations, mais nous sommes, nous, dans une réflexion STIX de comment toujours améliorer la qualité des services, comment consolider les organisations, comment les former pour former les responsables, former les compétences et les travailleurs, bien évidemment, à dépasser ces difficultés. Donc, la crise peut être également une opportunité de conduire des changements, une opportunité de questionner les pratiques et de s'organiser de façon différente. Et nous pouvons, je pense, déjà dire et penser que même au-delà de la crise, certains aspects de changement qu'elle aura apportés vont perdurer, vont se pérenniser. Donc, comment aujourd'hui et maintenant, nous sommes encore le nez dedans, le nez sur le guidon, comment adopter une résilience, mais quels enseignements tirer également de ces crises pour la pérennité de nos organisations. Voilà autant de questions qui vont être débattues aujourd'hui avec les éclairages des intervenants que nous avons invités, que je remercie d'ailleurs pour leur participation spontanée à cette conférence. Voilà, je rends la parole à Laurent. Merci Eric. Donc je vais maintenant vous parler un petit peu du dispositif tel que nous l'avons prévu, et puis je passerai la parole à ma collègue Florence qui vous donnera quelques conseils pour la technique. Donc là, il y aura deux grandes parties dans cette conférence. Une première partie où chacun des trois intervenantes auront 10 minutes pour faire une présentation autour de la thématique. Donc chacune des présentations sera orientée évidemment selon les compétences et l'expérience de chacune des intervenants. Il y aura ensuite un moment pour pouvoir échanger donc, entre vous et les différents intervenants.
Mais pour cela, on a mis un petit dispositif en place, vu que nous sommes relativement nombreux. On ne va malheureusement pas pouvoir donner la parole à tout le monde. Il y aura la possibilité, on en reparlera en fin de conférence, de constituer des plus petits groupes avec des ateliers qui vous seront proposés dans les jours à venir où cet échange sera plus facile. Donc, pour aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser le chat, la discussion. Florence vous expliquera tout à l'heure comment, pour poser des questions ou proposer un témoignage. Donc, pendant tout le temps des interventions, je recueillerai, et Florence aussi, ces questions, ces demandes d'intervention. Et on choisira quelques heureux élus à qui on proposera de poser leurs questions ou de proposer leurs témoignages. Donc, je vous demanderai d'utiliser exclusivement le chat à cette fin. Donc, n'utilisez pas, s'il vous plaît, le chat pour d'autres choses. Sinon, on risque d'avoir des difficultés à recueillir vos questions. Donc ça, c'est une première chose peut-être un petit peu différente par rapport à d'autres conférences. C'est que voilà, c'est le moyen le plus simple vu le nombre pour qu'on puisse échanger et prendre vos remarques. Certains d'entre vous l'ont déjà mis, du coup, on l'utilisait pour le chat pour autre chose. On vous propose de garder votre micro fermé, sauf évidemment pour les personnes à qui éventuellement la parole serait donnée pendant le débat. Mais je vous propose aussi, pour une question de consommation de bande passante et de ressources, de ne brancher votre caméra que lorsque la parole vous est donnée. Il ne nous semble pas tout à fait utile que 90 flux vidéo soient en permanence ouverts pour un bénéfice qui nous semblait minime. Voilà. Donc, après ce petit cadrage, je vous propose, avant de donner la parole à nos trois intervenants, de faire un petit tour par la technique avec ma collègue Florence. Oui, merci Laurent. Bonjour à tous. Justement, j'ai quelques personnes qui m'indiquent qu'ils n'avaient pas de son. Si la plupart d'entre vous pouvaient juste faire un pouce comme ça, ceux qui ont une caméra ouverte encore jusqu'à présent, qu'on puisse voir si c'est réglé ou si ça fonctionne. En fait, je voulais juste vous montrer, pour ceux qui ont peut-être moins l'habitude, on a une barre d'outils ici en dessous. Donc, où vous avez tout à gauche un petit picto avec un micro que vous pouvez donc mettre sur, enfin moi c'est en anglais, donc c'est unmute, donc carrément le fermer. Le deuxième picto en partant de la gauche, c'est une petite caméra. Vous pouvez donc, comme Laurent vient de vous y inviter, aussi, en cliquant dessus, vous verrez qu'elle se ferme. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de son, ça j'aimerais quand même bien que vous puissiez nous donner un petit retour pour voir si vous avez pu régler ça. Donc, j'ai répondu dans le chat. Autrement que sur le petit micro, je crois que vous connaissez, il y a une petite flèche à côté. Si vous cliquez dessus, il y a moyen d'activer votre son. Ou alors, est-ce que c'est parce que vous avez des écouteurs? Il faut un petit peu regarder. Mais je pense que pour la majorité, le son a l'air de fonctionner. Envoyez-moi un message si ce n'était pas le cas. Alors, juste encore une icône que je voudrais vous partager, c'est celle qui est ici entourée en orange, donc qui est le chat, donc pour pouvoir discuter, donc le flux de discussion. C'est par là que vous allez envoyer vos questions, donc c'est important. Et quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez voir donc qu'un panneau blanc va s'afficher et vous avez la possibilité ici en dessous, en cliquant dessus, d'utiliser simplement votre clavier pour poser la question. Vous faites Enter et la question nous est envoyée. Donc ça, c'est le moyen de connexion avec vous. Et alors, je dirais encore juste, pour votre confort, ici en haut à droite, comme sur cette info, vous voyez qu'il y a moyen de paramétrer la vue que vous avez sur votre écran, donc soit en vue galerie, et là, alors vous avez toutes les petites vignettes, ou alors la vue intervenant. Donc ça, vous voyez alors la personne qui parle, qui est mise en avant. Voilà, c'est tout ce que je pense que je voulais vous partager à ce niveau.
Voilà, Laurent. Merci. Voilà. Merci Florence. Voilà, donc par rapport donc, aux questions, certains d'entre vous nous en ont envoyé préalablement comme cela vous était proposé. Les différents intervenantes m'ont signalé avoir tenu compte des questions qui leur ont été déjà communiquées dans leurs interventions. Donc, si les interventions ne devaient pas répondre tout à fait à vos questions, utilisez alors le chat pour repréciser alors une question à l'un ou l'autre des intervenantes, ou alors adresser à l'ensemble des intervenants. Voilà. Ce que je voulais dire avant de passer la parole à notre premier intervenant. Nous avons la chance d'avoir avec nous Alain Henry, qui travaille au bureau du plan et qui travaille dans l'équipe développement durable. Donc, son travail consiste notamment à répondre à cette question: où en est la Belgique en termes de développement durable par rapport aux objectifs? Vous savez qu'il y a plusieurs institutions internationales qui ont donné ce type d'objectifs. Il faut à un moment objectiver la situation, et c'est ce que fait notamment Alain Henry au niveau du bureau du plan. Donc, l'idée est d'avoir des indicateurs de développement durable et de notamment avoir des indicateurs sur la santé mentale, qui fait partie intégrante aussi des objectifs de développement durable. Et donc, ces indicateurs, ils ont été impactés par cette crise Covid. Et c'est donc dans ce cadre que Alain Henry nous propose une présentation de ce qui est préoccupant, de ce qui a été remarqué en termes de santé mentale dans cette crise Covid. Et donc, je propose à Alain Henry de prendre la parole et de partager son écran. Voilà, à toi la parole, Alain. Bonjour, merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Donc, mon écran est bien partagé pour le moment? Oui, c'est parfait. Oui. Parfait, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup au Stix pour l'invitation. C'est toujours agréable de pouvoir venir présenter son travail. Donc, le Bureau du Plan, c'est d'abord un gros institut d'études économiques pour le gouvernement fédéral, mais il y a aussi une équipe que je coordonne qui travaille sur le développement durable. Et là, on a une vision beaucoup plus à 360 degrés de la société, notamment sur tout ce qui concerne les objectifs de développement durable. Un de ces objectifs, c'est la santé, donc aussi la santé mentale. Et donc, la raison pour laquelle nous avons travaillé sur ce sujet depuis un peu plus d'un an maintenant, pour développer quelques indicateurs de santé mentale. Alors bon, ici, évidemment, c'est une vue de haut, une vue sur l'ensemble de la société belge. Ça va un peu répondre à une des questions qui demandait comment on pouvait objectiver ces questions de santé mentale, qui ne sont pas des questions très faciles à chiffrer nécessairement. Donc là, j'espère que cet exposé va un peu permettre d'expliquer ça. Alors, on a un site web www.indicators.be qui reprend l'ensemble de nos indicateurs de suivi des objectifs de développement durable, et dont notamment quelques-uns qui concernent la santé et le bien-être, et c'est surtout là-dedans qu'on a des indicateurs sur la santé mentale. Mais je vais en passer quelques-uns en revue. Et le premier, c'est sur la détresse psychologique. Donc là, il y a une série d'une douzaine de symptômes de détresse psychologique, et on fait des enquêtes auprès de la population. Il y a des enquêtes santé qui sont réalisées par Sciensano tous les 4 ou 5 ans. Vous avez les dates qui sont indiquées dans le bas du graphique ici. Et si les répondants présentent au moins 4 symptômes parmi les 12 en question, on considère qu'ils sont en détresse psychologique. Donc, ce n'est pas une situation grave, mais c'est les premiers pas, disons. Et les 4 courbes que vous voyez sur le graphique montrent, pour la courbe orange, l'évolution en Belgique, où on voit une amélioration jusqu'en 2004, et puis avec la crise de 2008, et puis jusqu'en 2018, une augmentation de nouveau. Et les courbes bleues et jaunes montrent la situation pour la Wallonie, pour Bruxelles et la Wallonie, et la Flandre en gris ici.
Ce qu'on constate aussi, si on va voir plus loin dans les catégories, c'est que certaines sont plus vulnérables que d'autres, et en particulier, ce sont, comme souvent, les femmes et les catégories à faible revenu qui ont les résultats les plus mauvais pour cet indicateur. Et donc, comment est-ce que cet indicateur est objectivé et réalisé? C'est une enquête que Sciences & Nord réalise tous les 4 ou 5 ans auprès de la population belge. Il y a, si je me souviens bien, entre 15 et 20 000 répondants. Et donc, c'est de l'autodéclaration aussi. Ce sont les gens, les répondants, qui déclarent être dans telle ou telle situation, ce qui n'est donc pas la même chose que des données objectives médicales. Mais c'est comme ça qu'il en retourne, c'est comme ça qu'il en va pour la plupart des indicateurs que je vais vous montrer. Le deuxième indicateur, construit avec la même méthode, c'est pour la dépression. On demande aux gens, ceux qui ont souffert d'une dépression dans les 12 derniers mois. Et on voit de nouveau que la situation se dégrade à partir de 2008 essentiellement, hein, la première crise, la crise économique et financière de 2008. Et on remarque aussi que la situation en Wallonie et à Bruxelles est, dans ce cas-ci comme le précédent, plus préoccupante que pour la moyenne belge et que pour la Flandre. Et de nouveau, ce sont les femmes et les faibles revenus qui sont les catégories les plus vulnérables. Je voulais ajouter quelque chose, mais qui m'échappe maintenant. Ah oui, ces enquêtes sont réalisées tous les 5 ans. Et donc, le problème, c'est qu'on a des données jusqu'en 2018. On n'a pas, dans le cas de cette enquête, on n'a pas de données officielles ni pour 2019, ni pour 2020. Et donc, avec ces données officielles, ces statistiques officielles disponibles, on va pouvoir montrer la situation jusqu'en 2019 au mieux, mais on n'a pas encore les données pour 2020. Je reviendrai sur 2020 à la fin de mon exposé. Mais ce qu'on va réaliser, c'est que déjà avant la crise de 2020, la situation se détériorait, comme le montre par exemple ce graphique entre 2008, 2013 et 2018. On voit bien que le nombre de personnes qui déclarent souffrir de dépression est en augmentation. Alors, on a le taux de suicide, qui est un autre indicateur qu'on a récolté. Ici, ce sont des données administratives, qu'on appelle administratives, donc plus objectives, qui est en légère diminution en Belgique, mais le niveau belge reste particulièrement élevé par rapport aux autres pays européens. Et le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Mais pour cet indicateur-ci, on a d'abord des données que jusqu'en 2016, et on a beaucoup de difficultés d'interprétation et de collecte de cet indicateur, parce qu'il y a beaucoup de résistance culturelle à déclarer simplement qu'un suicide a eu lieu. Et en particulier à Bruxelles, les procédures judiciaires à mettre en place pour les déclarations font qu'on a beaucoup de doutes sur la validité de cet indicateur. On le présente parce que ce sont des données qui existent et ce sont des données importantes, bien entendu. C'est un phénomène important. Alors, on a un autre indicateur, c'est l'incapacité de travail de longue durée. Et ici, c'est dans le secteur privé. Et si on regarde ces incapacités de travail de longue durée, on voit qu'elles sont en augmentation depuis 2005 à gauche du graphique jusqu'en 2019 ici. Elles sont plus élevées en Wallonie que dans les autres parties du pays. Mais ça, ce sont les incapacités de travail pour toutes les raisons. En fait, si on va regarder quelles sont les raisons pour lesquelles on a une incapacité de travail, on va s'apercevoir qu'il y a 2 raisons principales. Il y a les problèmes de santé mentale et les problèmes de type maux de dos, articulaire, ostéopathie, etc. Et en fait, donc, les troubles mentaux, en 2019, c'était 36% des raisons d'incapacité de travail. Et les maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, donc les maux de dos et autres choses du même genre, c'est aussi à peu près la même chose, un peu plus de 30%. Puis les autres raisons, c'est des beaucoup plus petites parts du total. Mais ce qu'on observe aussi surtout, c'est que entre 2005 et 2019, la part
des incapacités de travail dues aux troubles mentaux et dues à ces problèmes ostéo-articulaires est en augmentation. Et donc là, on voit aussi un signal qui nous montre que les problèmes de santé mentale sont en augmentation dans la société, ici entre 2005 et 2019. Donc en gros, c'est depuis le milieu des années 2000-2010 et la situation juste avant la crise de la Covid. Un dernier indicateur, j'ai oublié de changer le titre du slide ici, excusez-moi, le titre devait être médicaments psychotropes remboursés et pas indicateur de politique. Et donc, ici, on regarde le nombre de médicaments achetés en pharmacie, essentiellement, ce sont les médicaments remboursés par la mutuelle, qui sont mesurés en doses par 1000 assurés jours. C'est une façon d'objectiver et de pouvoir comparer les médicaments entre eux. Et donc, ces médicaments consommés sont également en augmentation depuis 2008 jusqu'en 2018. Vous voyez, pour chaque indicateur aussi, on a des années différentes parce que les données ne sont pas toujours faciles à récolter. De nouveau, la situation est plus préoccupante en Wallonie que dans les autres parties du pays. Et dans ces médicaments, ce sont surtout les antidépresseurs et régulateurs de l'humeur qui forment l'essentiel de ces médicaments. Il y a d'autres catégories, les psychostimulants, etc., mais qui représentent qu'une petite partie du total qui est montré sur cet écran. Et donc voilà, l'ensemble de ces indicateurs montre une évolution préoccupante avant la crise de la Covid-19. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Donc nous, on n'a pas de données officielles, mais il y a toute une série d'enquêtes qui ont été réalisées et dont on a tenu compte pour essayer d'un peu documenter 2020 dans nos rapports. On construit aussi au bureau du plan un indicateur de bien-être et on a essayé de l'estimer pour 2020 en consultant toutes ces enquêtes et évidemment, on constate une détérioration de la situation en 2020. Il y a des enquêtes qui ont été réalisées par Cienzano, par des universités. Et par exemple, on constate que les troubles dépressifs, les troubles anxieux ont augmenté au courant de 2020. Il y a eu des annulations de rendez-vous paramédicaux c'était entre 25 et 90% suivant les cas. Une enquête de l'Université de Louvain montre qu'environ 50% des Belges ont renoncé à des soins prévus avant la crise et que 40% n'ont pas soigné un problème de santé apparu durant le confinement. Donc, on voit toutes ces enquêtes pointent évidemment vers une aggravation de la situation de santé mentale en 2020. Donc, voilà, pour une espèce d'un diagnostic assez large de la situation, de ce qu'on peut faire avec les outils que nous avons au bureau du plan. Merci beaucoup. Et je repasse la parole à nos organisateurs. Merci Alain-Henri pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions spécifiquement par rapport à ces indicateurs au bureau du plan, etc., n'hésitez pas à les mettre dans la discussion. Elles seront proposées éventuellement à l'intervenant à l'issue des autres interventions. Et donc, la suivante sera une intervention d'Emmanuel Nicolas, qui est systémicien intervenant au STIX, qui accompagne les équipes dans la gestion de l'agressivité et de la violence, dans des contextes de précarité, et qui va ici nous relater un petit peu son expérience en termes de supervision d'équipe, de souffrance et de résilience, et en particulier pointer sans doute certaines choses par rapport à la crise que nous vivons actuellement. Donc, je passe la parole, et il a déjà partagé sa première slide, donc je passe la parole à Emmanuel Nicolas pour sa présentation. Vous m'entendez? Ok. Bonjour à tout le monde et un bonjour particulier aux personnes que j'ai pu
revoir dans la salle d'attente avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer. Je me permets ici de faire un petit lien avec ce qu'Alain Henry disait. C'est juste une expérience en tant qu'administrateur dans un service de santé mentale à Charleroi. On voit que le nombre de demandes et de situations problématiques est en constante augmentation sur les 2 dernières années. Et la crise Covid n'a fait qu'accentuer le problème et peut-être amener une petite réflexion aussi qualitative par rapport à cette question de la santé mentale, c'est qu'elle devient un réel problème chronique et un problème durable. Donc, il y a cette question du cumul et de la complexité des situations qui sont de plus en plus, qui mettent de plus en plus les équipes, en tout cas, en difficulté par rapport à ça. Alors, je vais plutôt intervenir ici sur m'intéresser à la santé mentale aussi des intervenants, comme un point d'appui par rapport à la santé mentale des bénéficiaires de leurs actions. Et donc de dire que la crise sans précédent que nous connaissons, elle nous conduit à faire face à nos propres paradoxes, mais aussi à nos propres bégaiements en tant qu'intervenants. Le bégaiement de notre désespoir, mais aussi ceux de notre force de résilience. Donc, en tant que professionnel venant en soutien aux équipes, je suis témoin de ces 2 dynamiques qui sont toujours en oscillation constante et à des degrés de toute façon divers. Alors, il est clair que les structures font du mieux qu'elles peuvent et bien souvent, elles font face à des risques qu'elles ne savent que trop peu maîtriser. Mais il faut noter que beaucoup peinent à rester des systèmes ouverts au changement et pour le moins créatifs. Donc, c'est plutôt ça que j'ai voulu mettre ici en questionnement. Alors, ce qu'on constate, et j'utilise volontairement la métaphore du cristal, selon Freud, c'est que c'est le faire équipe et le collectif de soins qui est mis particulièrement à mal dans ces équipes. Et à côté des souffrances personnelles, donc par rapport à ceux qui sont directement impactés, ce sont les souffrances collectives qui ont émergé et qui font émerger quelque chose qui rentre en phase avec les bénéficiaires, qui est les souffrances psychiques d'origine sociale. Et donc, ce qu'on constate aussi d'un point de vue qualitatif de part et d'autre, c'est l'augmentation de souffrances psychiques d'origine sociale. Donc, en reprenant cette métaphore des lignes de faille chez Freud, donc, ça revient à dire aussi qu'un cristal, lorsqu'il tombe, va montrer en son sein des lignes de clivage et des morceaux dont la délimitation, bien qu'invisible, était cependant déterminée à l'avance par la structure du cristal. Autrement dit, on peut dire que cette crise et ses effets sur la santé mentale et sociale fait apparaître des lignes de faille préexistantes dans nos institutions et la crise y pose un espèce d'effet loupe. Ces équipes sont prises dans un double mouvement dont il faudra analyser les effets à moyen mais aussi à long terme. Le premier effet, c'est de dire qu'il y a une visibilité de ces lignes de faille. Cette visibilité questionne et perturbe fortement le mythe institutionnel de la sécurité notamment. Il y a un renforcement par la fracture, et ça j'ai pu l'observer dans les institutions, d'une forme de polarisation, donc, qui est du passé du paradigme de la confiance à celui de la méfiance. Donc, c'est vraiment le paradigme sociétal actuel, c'est celui de la méfiance. C'est celui qui est le plus marqué dans ce que l'on vit au quotidien. On voit aussi d'autres formes de polarisation, comme angoisse et sérénité dans les équipes, donc des gens qui sont hyper angoissés, d'autres qui sont très sereins. Une polarisation entre ceux qui sont très investis et les autres qui sont plutôt démissionnaires par rapport à ça. Et plus récemment, il y a une polarisation autour de pro et les anti-vaccins. Donc ça, il y a à chaque fois un débat d'actualité autour de cette crise. On va aussi se renforcer des interactions de pouvoir et des nouvelles figures de pouvoir dans ces interactions, dans cette polarisation, qui fragilise davantage la fonction du collectif de soins. Donc, on voit vraiment des interactions beaucoup plus tendues dans certaines équipes. Mais il y a aussi, certaines équipes ont fait un autre pari, celui qui est de faire de ces lignes de faille des lignes de résilience. Alors, je veux ici proposer
une analyse sans trop de recul, hein, parce qu'il faudrait davantage de recul par rapport à ça, mais peut-être la présenter comme une espèce de dynamique vertueuse, hein, dans ces institutions, qui assume un espèce de paradoxe que Guy Eslos avait nommé « on essaye de travailler comme après », donc c'est-à-dire la question de pouvoir se projeter. Et pour pouvoir m'y aider, je reprends volontiers la définition, et que je reprends très souvent, du psychiatre Jean Furtos, qui est un des spécialistes de la clinique de la précarité au niveau santé mentale. Et donc, lui définit la santé mentale plutôt d'un point de vue d'une santé mentale suffisamment bonne. Alors, il a défini comme la capacité de vivre et de souffrir dans un environnement donné et transformable, sans destructivité, mais non pas sans révolte. Quelques années après, il poursuit dans cette définition, il dit « Cela revient à insister sur la capacité de vivre avec autrui et de rester en lien avec soi-même et de pouvoir investir et créer dans cet environnement, y compris des productions atypiques et non normatives. » Et donc, cette définition nous permet de prendre un certain recul par rapport à ces lignes de résilience et de les remettre en questionnement. Et je reviens encore sur une citation de Guy Eslos, mais c'est plutôt une citation d'un éducateur qui le reprend, c'est que l'institution ne doit pas combattre la crise, mais en vivre. Alors, il n'avait pas prévu dans cette citation la crise Covid que nous connaissons actuellement, mais cela renvoie à comment certaines équipes sont dans un processus d'acceptation de cette crise, mais comme vraiment une œuvre, un ouvrage méthodologique et éthique qui n'est pas passif du tout. Accepter, c'est pas subir. Et donc, toutes ces équipes sont vraiment dans un travail de résilience autour de leur acceptation de ce qui se passe. Alors, je dirais personnellement qu'à défaut d'un accueil de la crise et d'autres éléments qui, a priori, on n'a pas envie d'accueillir, on renforce cette violence qui est inhérente aux soins. Et donc, ces équipes travaillent à la fois sur ce processus d'acceptation, projettent aussi une réduction des risques de la violence liée aux soins. Et le soutien aux équipes est à ce titre fondamental, hein, c'est ce qu'ils évoquent de manière régulière. Alors, de manière tout à fait dynamique, les institutions produisent des méthodologies parfois hybrides en valorisant plusieurs axes. Moi, je reprends ici quelques éléments que j'ai pu traduire par rapport, et encore une fois, il faudrait davantage de recul, hein. Mais donc, c'est l'importance de remobiliser ce qu'on appelle du préverbal en situation de traumatisme ou de crise. Donc, c'est de parler en équipe et de porter sans autre prétention que de sécuriser. Et donc, cette sécurisation par la parole est un aspect fondamental du soutien aux équipes. C'est aussi l'une des valeurs de l'accueil qui fait encore défaut dans certaines institutions. Et moi, je nomme ça la papote et l'écoute, la vraie écoute en termes de qualité et de valeur. Un autre aspect, c'est la valorisation aussi du collectif de soins dans ce qu'il prend soin de l'autre et de lui-même. Alors, j'étais assez touché dernièrement par des éducateurs qui travaillent dans le secteur handicap et qui prennent la camionnette avec les bénéficiaires, parce que ça peut se faire en termes d'activité extérieure, pour aller faire un petit coucou devant la maison des éducateurs qui ont été malades du Covid. Et donc, je trouvais ça vraiment très intéressant comme approche, et ça valorise l'ensemble du collectif de soins, et ça renoue avec une culture du soin dont les bénéficiaires sont tout à fait partenaires alors, dans cette valorisation. Un quatrième aspect, c'est la valorisation de la créativité en soutien au social. Et à ce titre, moi, je veux dire qu'il est fondamental, voire vital, que le monde culturel puisse être reconnu comme un acteur de soins en santé mentale. Et qu'il puisse, en collaboration avec le social, produire ce qu'on pourrait nommer une approche plutôt transculturelle. Et une approche transculturelle du soin en santé mentale. Et je reviens sur cette logique de développement durable. Ça permet d'activer aussi un développement durable en santé mentale. Et enfin, je dirais, mais c'est non exhaustif, hein, cette liste, c'est qu'on doit peut-être alors travailler
ensemble à une éthique de la responsabilité partagée. J'ai eu l'occasion de voir que certaines institutions ont pu bénéficier de la mobilisation de certains métiers, par exemple dans des maisons de repos. Certains métiers sont venus renforcer d'autres métiers. Ils ont pu vraiment se remettre au travail dans plus de transversalité. L'accroche aussi de certains enseignants qui vont vers les étudiants, qui essaient de créer des choses qui sont très originales pour les accrocher et réduire le risque de décrochage. Voilà, c'est un ensemble d'éléments. J'ai eu l'occasion aussi de voir un service social plus général qui a pu bénéficier de l'appui d'assistants sociaux de ses partenaires pour venir renforcer et réduire le risque du retard dans la gestion des dossiers. Donc, tous des éléments qui sont intéressants à questionner. Donc, face à la crise et dans cette crise, les institutions doivent pouvoir redevenir, et c'est un peu l'enseignement de ces institutions, ce qu'on pourrait dire un havre de paix où la parole circule, mais aussi des actes qui sont produits dans une clinique du mieux-être, dans un développement durable de la santé mentale. Mais alors là, ce qui me pose toujours question et qui pose question aux intervenants, c'est qu'il y a un défi majeur pour demain et qui questionne fortement un risque en santé mentale pour ces travailleurs. C'est l'inévitable décompensation physique et psychique une fois que cette crise sera un peu plus éteinte. Et donc, cette décompensation, je l'ai déjà observée pas plus tard qu'hier dans une institution où l'énergie, l'absentéisme commence à se produire et qui sont des symptômes d'une grande souffrance et de cette décompensation qui est à la fois psychique, physique, mais aussi sociale et sociétale. Merci beaucoup. J'espère avoir été dans les temps. Ça va. C'est très bien, Nicolas, Emmanuel, pardon. Emmanuel, Nicolas, pour cette intervention. À nouveau, si vous avez des questions spécifiques par rapport à ce qui a été amené par Emmanuel, n'hésitez pas à le signaler dans la discussion. Avant d'entamer donc cette discussion avec les intervenants, il nous reste une troisième intervenante à vous présenter et à qui donner la parole. Il s'agit de Déborah Audy, qui est donc directrice de la maison d'accueil L'Escale, qui est donc une maison d'accueil pour permettre à des personnes et des familles en situation de précarité de se poser, de bâtir un nouveau projet. Donc les problématiques rencontrées sont évidemment variées, nombreuses et souvent très très fortes. Donc Déborah Audy nous propose une communication sur la manière dont son organisation a réagi par rapport à cette crise. Et donc, elle nous parle de la résilience de son organisation. Donc, ce n'est pas sans lien avec ce que Emmanuel Nicolas vient de nous dire. Donc, je passe donc la parole à notre dernière intervenante, Déborah Audy. Qui essaye de partager son écran, mais je ne sais pas pourquoi il me met autre chose. Ça fonctionne. C'est bon. Oui, ça fonctionne. Oui. Il faut juste démarrer le diaporama et normalement ça ira. Oui. Tout en bas, voilà. Oui, je ne le vois pas, moi. Voilà. Ah, nickel, c'est parfait. Voilà. Merci. Et est-ce que vous voyez les dias en grand ou en petit? En grand. C'est parfait. Parfait. Donc, merci au Styx pour son invitation. Donc, effectivement, je suis là pour plutôt un témoignage de terrain. C'est Emmanuel Nicolas qui assure la supervision de l'équipe psychosociale chez nous qui m'a proposé d'intervenir. Et c'est vrai que j'avoue que j'ai dit oui sans trop réfléchir et que c'est après, en préparant mon intervention, que je me suis demandé en fait qu'est-ce qu'il avait trouvé d'utile à partager avec les autres travailleurs du secteur social dans notre fonctionnement. Je pense que cette réflexion, comme on l'a dit tout à l'heure, ça reflète aussi qu'on a encore un peu le nez dans le guidon. Donc, j'ai dû, pour préparer, prendre un peu de recul
parce qu'on est toujours en train de vivre cette situation aujourd'hui. Donc voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais présenter un petit peu la maison d'accueil Escale. C'est un centre d'hébergement donc de 35 places. On a 20 chambres, on est situé à Saint-Gilles et on existe depuis 2014. Et on accueille des femmes seules et des familles avec enfants. Le point commun entre toutes ces personnes, c'est d'être à un moment donné de leur vie sans logement. Par contre, les raisons qui les amènent à se retrouver dans cette situation sont assez multiples. La majorité des personnes chez nous viennent suite à des faits de violence conjugale ou de violence intrafamiliale, mais ça peut aussi être suite à des expulsions de logement, quitter un logement insalubre ou des difficultés plus de l'ordre des assuétudes ou de la santé mentale qui ont amené les personnes à avoir des parcours de vie un peu plus chaotique et se retrouver à un moment sans chez soi. Notre équipe, on est 17 personnes, environ 13 équivalents temps plein. Notre particularité, c'est d'assurer une présence 24 heures sur 24. La majorité des travailleurs sont des travailleurs sociaux, donc généralement avec un diplôme d'éducateur spécialisé ou d'assistant social. Et ils assurent un accompagnement à la fois individuel et collectif des personnes qui sont chez nous. Et ils les suivent encore également une fois que les personnes ont trouvé un logement dans leur nouveau domicile. On a également des fonctions plutôt de support avec du personnel de nettoyage, du personnel administratif, logistique et moi-même donc pour la direction. Alors, le vif du sujet, comment avons-nous vécu cette période Corona? Est-ce qu'on a fait preuve de résilience? Quelles leçons on a tirées de toute cette période? Bon, comme je disais tout à l'heure, on est encore dedans, hein, donc on est toujours en train d'évoluer, de ressentir les choses, de réfléchir et de cheminer par rapport à ça. Et j'ai l'impression qu'on est passé par de nombreuses phases qui pourraient ressembler aux vagues des graphiques de l'épidémie, des courbes de l'épidémie. Je ne vais pas pouvoir ici expliquer tout ce qu'on a fait parce que, en fait, je me rends compte avec le recul qu'on a fait un travail assez immense et que sans doute beaucoup d'entre vous ont fait ce travail aussi. Au début, en fait, on avait évoqué le corona dans quelques réunions en février 2020 comme quelque chose d'assez lointain. Et c'est vraiment à l'annonce du confinement, je pense qu'on a pris la mesure de l'impact réel que ça allait avoir sur notre fonctionnement. Qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû faire beaucoup de choses à la fois et c'est sans doute ça qui a été compliqué. La première chose qu'on a dû faire, c'est appliquer les consignes des différentes autorités. Donc, notre secteur a été considéré comme essentiel. Donc, on ne pouvait pas dire, voilà, on ferme, on reste chez nous. Les personnes sont là, elles habitent ici. Donc, on a dû poursuivre évidemment notre activité. Les travailleurs ont dû venir travailler en présentiel. On a dû appliquer les mesures fédérales, donc qui s'appliquent à tout citoyen, qu'il soit travailleur ou résident chez nous dans la maison d'accueil, mais aussi appliquer des consignes plus spécifiques à notre secteur. Ça a eu comme impact qu'on a dû revoir en fait tout notre fonctionnement, aussi bien pour les résidents, parce qu'on fonctionne sur un mode de vie communautaire, collectif, où à part les chambres des personnes, tout est partagé chez nous, que ce soit la cuisine, le frigo, la salle à manger, les salles de bain, les sanitaires, tout est partagé. Les personnes sont libres en temps normal d'entrer, de sortir, de vivre comme bon leur semble. Donc tout ça a dû être revu. Ça a aussi un impact pour les personnes extérieures, qu'ils soient des intervenants ponctuels qui viennent chez nous ou les visiteurs, amis ou familles des résidents, mais aussi évidemment pour les travailleurs qui devaient gérer à la fois leurs contraintes familiales, la maladie parfois ou les inquiétudes par rapport à la maladie.
on a dû continuer quand même à vivre ensemble. Même si notre maison est assez grande, elle n'est pas vraiment prévue pour vivre à 35 personnes, plus travailleurs confinés à l'intérieur en permanence. Donc voilà, on a dû adapter vraiment le vivre ensemble et gérer les peurs et les tensions qu'il y a pu y avoir de vivre. Vous imaginez vivre à 35, un confinement, c'est pas évident. Et à côté de ça, on a dû continuer à faire en fait notre vrai travail, c'est-à-dire continuer à essayer d'ouvrir les droits sociaux des personnes, les aider à retrouver une vie plus stable, plus digne, essayer de trouver du logement de façon durable. Alors, comment on a fait tout ça? J'ai envie de dire qu'on l'a fait comme on faisait ce qu'on faisait avant. On l'a fait en équipe. On s'est mis autour de la table avec ceux qui étaient là. On a revu point par point comment on s'adapte, qu'est-ce qui peut rester comme avant, qu'est-ce qu'on doit changer, qui va faire quoi, quand. Donc, on a écrit des protocoles, on les a validés en réunion d'équipe et on les a continuellement adaptés aux nouvelles questions qui se posaient, aux nouvelles consignes qu'on recevait, aux nouvelles contraintes. Donc, ça a été un exercice sans fin qui a demandé beaucoup d'énergie à tout le monde. Ce qui a été difficile, c'est les différences de perception, aussi bien chez les résidents que chez les travailleurs. Il y avait les personnes très inquiètes et celles qui trouvaient qu'on en faisait beaucoup trop. Les incertitudes, on n'a pas de réponse à beaucoup de questions qui sont posées. On manquait au début, en tout cas, de matériel de protection et toute une série de choses qu'on n'avait pas. Et une autre chose qui a été difficile, c'est un changement de métier, de fond. Finalement, à certains moments, les travailleurs sociaux ont dû changer de casquette et devenir des contrôleurs. Ils devaient contrôler les déplacements des personnes, contrôler si elles portaient bien le masque, vérifier l'application des mesures d'hygiène. Donc ça a été un gros changement de fond. Qu'est-ce qui nous a aidés? L'esprit d'équipe qui était déjà là avant. Même s'il était fragilisé parfois parce que certaines personnes venaient d'arriver dans notre équipe, d'autres allaient partir et devraient être remplacées, donc c'était assez fragile. La bienveillance et le souci, je pense, dans toutes nos décisions de rester humains. Nos choix, je crois, ont toujours été portés par essayer de trouver l'équilibre entre OK, il faut être prudent, mais il faut rester réaliste et ça doit être viable au sein de notre collectivité. Il y a aussi une forme d'acceptation des réalités différentes de chaque membre de l'équipe, accepter parfois un certain déséquilibre entre la répartition de la charge de travail. Et je pense que ça a été possible au niveau de l'équipe parce que les personnes savaient que si à un moment donné, la balance devait pencher en leur faveur, ce serait le cas. Et donc, ils ont accepté ce déséquilibre. Cette souplesse fait partie d'un management qui était déjà présent avant. Aussi, le partage et les échanges avec les autres institutions, ça, je pense que c'est quelque chose qui me concerne plus particulièrement dans la fonction de direction. Mais ça a été essentiel pour moi de pouvoir m'appuyer à la fois sur les deux fédérations auxquelles on est membre et aussi très vite on a mis en place des réunions virtuelles avec d'autres directions de maisons d'accueil où on se voyait très régulièrement et ça nous a aidé à ne pas être seuls face aux innombrables choix qu'on devait réaliser. Là, je me suis rendu compte également qu'il y avait quand même des grandes différences d'appréciation des mesures et que, en fait, chaque structure agit différemment en fonction de ses réalités de terrain, mais aussi en fonction de ses mentalités, je pense, institutionnelles. Ce qui nous a aidé encore, c'est la communication. On a beaucoup parlé, sensibilisé, informé, parler de nos émotions, aussi bien avec les résidents qu'avec les travailleurs, ça a été important. Malheureusement, les supervisions ont été suspendues et ont repris en septembre, mais on a toujours continué nos réunions d'équipe, au début en vidéo. Après, on a trouvé une salle plus grande où on pouvait respecter les distances et donc on a continué. C'était des moments importants où on voyait un peu le moral de l'équipe et où des ajustements ont pu être pris pour essayer d'aller vers plus de bien-être.
Ce qui nous a aidé aussi, c'est de poursuivre des projets. On a continué des projets dans la maison avec voilà, des moments aussi plus festifs ou des projets artistiques. Les travailleurs ont continué à pouvoir se former. On a fêté Saint-Nicolas la fin d'année, même si tout ça était en mode sécurisé. Ce qui a aidé aussi, c'est en partie le télétravail ou l'engagement d'étudiants à certains moments pour renforcer l'équipe, pour pouvoir concilier la vie de famille et le travail et de continuer un accompagnement de façon plus sereine. Et enfin, ce qui nous a aidé quand même, c'est qu'on avait des moyens financiers aussi. On a eu des subsides spécifiques qui nous ont permis finalement d'acheter du matériel informatique et des choses comme ça, et ce n'est pas négligeable. Voilà, pour finir, je voulais encore mentionner un retour qui a été fait directement par l'équipe. En fait, en septembre, juste entre les deux vagues, au moment où on pensait que tout ça était bientôt fini, on a fait les entretiens annuels, individuels avec l'équipe qui aurait dû être fait en mars 2020. Et donc, à cette occasion, j'avais posé quelques questions à l'équipe sur comment ils avaient vécu, en tout cas, la gestion de la crise au sein de la maison d'accueil. Et globalement, les travailleurs ont senti la période de façon assez stressante et ne se sont pas sentis en insécurité. Il y a eu un fort degré de compréhension des consignes qu'on avait mis en place en interne et ils avaient été satisfaits de pouvoir donner leur avis et de participer à la mise en place de ces consignes. Ils se sont surtout sentis soutenus par leurs collègues et la direction. L'appréciation du télétravail a été un peu plus voilà, dépendant de chaque personne et de sa réalité personnelle. Ils ont estimé que la crise n'avait pas spécialement détérioré le travail d'accompagnement, mais bien le lien de confiance qu'ils avaient avec les résidents qui a été impacté assez négativement. Et enfin, en septembre, les travailleurs se disaient mieux préparés si un nouveau confinement devait être organisé dans la maison d'accueil. Donc voilà, j'arrive au bout de mon témoignage. Je pense que cette crise a pu mettre en évidence notre capacité d'adaptation, quand même, de réaction assez rapide, la souplesse de notre fonctionnement et la cohésion de l'équipe qui nous a permis d'adapter continuellement notre fonctionnement aux contraintes extérieures, mais internes aussi, en fonction du groupe de résidents. Ça n'a pas été facile, hein, je ne veux pas idéaliser. Il y a eu beaucoup de moments d'incertitude. Je pense que le manque de précision aussi de certaines directives qu'on recevait a créé des tensions ou parfois de la colère. Il y avait de la tension entre les résidents et le personnel, des inquiétudes liées à la santé. Je pense qu'aujourd'hui, la fatigue a un peu été remplacée par la lassitude. Je ne sais pas si c'est mieux. Mais globalement, on a quand même tenu le cap ensemble finalement. Je me rends compte que cette réalité est assez personnelle finalement liée à notre ASBL, à notre fonctionnement, et que les facteurs institutionnels et de l'environnement de chaque équipe amènent d'autres réalités, d'autres contraintes. Voilà. Merci pour votre attention.